Donc, vous continuez à nous dire, professeur, que, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche. Monsieur Morandini, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Vous devriez vous poser... Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Comment... Vous comprenez pourquoi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises. On me disait, vous savez, la Tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Ben, je comprends comment on peut l'avoir parce qu'on voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas le comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir, est-ce que vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille, est quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. J'ai bien compris ça, professeur, mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19? Ah bien sûr, nous on prescrit toujours, on a les résultats, on a la série de mortalité de patients hospitalisés la plus basse au monde à ma connaissance. Vous voyez, regardez, il y a encore un papier qui est sorti avec Recovery, il y a des gens qui ont 25% de mortalité, nous même dans les réanimations, on n'a pas ça. Ils ont 40% de mortalité dans les réanimations, je ne sais pas où ils vont prendre les malades, je ne sais pas ce qu'ils leur font. Donc encore une fois, je comprends pas. Nous on continue à traiter les gens sont guéris, encore une fois, on a un taux de mortalité extrêmement bas, donc je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Et d'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini, vous avez une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. Ben voilà. C'est la réponse à votre question. Ça. Moi, je pense, effectivement. Ben, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Voilà. Je peux vous le dire. C'est comme ça que ça se passe. Professeur, quand vous voyez les réactions... Ça s'appelle la crédibilité, ça, monsieur Morandini. Vous estimez, Pierre Hilard, que l'apparition de cette pandémie, le Covid-19, et son utilisation pour imposer un confinement général, des mesures liberticides, l'effondrement des économies mondiales n'est qu'un phénomène déclencheur, mais pour déclencher quoi? Pour aller vers quoi? Bon. L'histoire de ce Covid qui est apparu fin 2019, voyez-vous, c'est au mois d'août 2019 que j'ai pris conscience qu'il y aurait un événement déclencheur. Ça, certes, je le savais. J'ai toujours su que pour mettre en place, pour passer d'un monde à un autre, il faut ce que j'appelle la gaz. Il faut un événement brutal, un événement qui tape dur, qui oblige à passer d'un monde à un autre. Bon. En août 2019, vous avez eu la fameuse réunion des grands banquiers, Fed, BCE, Banque du Japon, etc., aux États-Unis, à Jackson Hole. Et là, vous avez eu le patron de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle McCartney, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il dit que c'est la fin du dollar, qu'il faut mettre en place une monnaie synthétique hégémonique, et il précise que cela ne se fera pas sans heurts. C'est la formule ouatée de ces princes du mondialisme qui vous disent avec une tasse de thé que ça va se produire dans un événement cataclysmique. Bon. Et donc lorsque j'ai eu ça en août 2019, je me suis dit, bon, ça y est, ils officialisent le déclenchement, la bascule. Mais quelle va être l'allume-gaz? Et dans cette
l'histoire, c'était la Covid. On dit la Covid, c'est au féminin impératif. Au début, je disais ça ou le. Bon, Les féministes vont tomber de leur chaise. Oui, elles font assez de manière, on va en parler tout à l'heure et en termes délicats. Donc, lorsque j'ai vu l'histoire du Covid-19 arriver, là, j'ai pris conscience que c'était l'outil. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde s'excite sur l'outil, alors qu'il faut comprendre ça comme un outil au service d'une cause supérieure. Et donc, ça a été le processus pour lancer une bascule qui permet de détruire les économies occidentales, enfin mondiales, car il faut détruire le monde issu de 44-45, des accords de Bretton Woods en particulier, on en parlera avec le prix du dollar, et il faut donc un choc. Et donc il y a eu ce confinement, et pour vous montrer l'aspect liberticide de la chose, donc on a été bloqué du 17 mars au 11 mai 2020, et ensuite il y a eu un déconfinement léger, on pouvait se déplacer de chez soi dans un rayon de 100 km sans avoir à présenter ses papiers. Eh bien, je demande aux personnes de se référer au grand classique, 1984, Orwell. Alors, à titre personnel, j'ai l'édition de poche. Alors, vous allez page 158. Et l'ami Orwell, dont livre paru en 1949, précise que dans ce monde kafkaïen et dictatorial, liberticide à souhait, eh bien, les personnes peuvent sortir de chez elles sans présenter leur papier d'identité dans un rayon de 100 km. Il faut croire que nos dirigeants se sont appuyés sur les propos d'Orwell. Je précise que là, je cite Orwell 1949, mais j'ai déjà, je crois, eu l'occasion de le dire sur ce plateau, et en tout cas de l'écrire dans mes livres, et je l'ai précisé dans la conclusion faite pour Chronique du mondialisme, c'est que tout le programme est annoncé dès 1516. Dans Utopia de Thomas More, annoncé aussi dans l'ouvrage d'Émeric Crusset, 1623, Le Nouveau Ciné, dans La Nouvelle Atlantide de 1626 avec Francis Bacon, et je pense, Anaxarchis Klotz. Anaxarchis Klotz avec La République du genre universel, La République du genre humain, d'ailleurs qui a été édité avec une préface de ma part aux éditions Omnia Veritas, un monde unifié, technocratique, un monde divisé en 1000 cases départementales, anticatholiques, parce que le fond du mondialisme, dans son essence, c'est anticatholique. C'est l'élément clé, c'est le refus de la révélation. Ça, quand on a compris ça, ça ouvre beaucoup de portes. Mais il ne faut pas trop les ouvrir, parce que sinon on choque certains. Donc, bien comprendre ça, et parmi les ouvrages qui annoncent et qui expliquent la situation actuelle, et on n'est qu'au début, j'en parle dans un de mes livres, Atlas du mondialisme. Il faut lire le livre de 1912 du colonel House, Philippe Dru, administrateur, qui explique, dans le cadre d'une gouvernance mondiale en préparation... Colonel House, qui était le conseiller... du président Wilson. Et d'ailleurs, le fameux 14 points du président Wilson, c'est pas Wilson, c'est Colonel House. Petite précision, Colonel House, donc 1912, qui raconte, suite à une guerre violente aux États-Unis, une guerre civile, qui raconte un coup d'État, Philippe Dru, issu de West Point, le Saint-Cyr américain, et qui met en place une dictature avec abolition de la Constitution américaine et met en place un système politique et économique qui aurait plu, je le cite, même à Karl Marx. Alors justement, on vous évoquait à l'instant, Pierre Hilard, le vaccin dont tout le monde parle. Déjà en décembre 2019, le quotidien Le Monde révèle que la société Microsoft, de Bill Gates finance un projet d'ingénieur du MIT, qui est la plus grande université américaine de technologie. De quoi s'agit-il ? Oui, alors, vous avez ce qu'on appelle la fondation Bill et Melinda Gates, qui travaille en liaison avec la Fondation Rockefeller, avec Gavi, c'est les vaccins. Et alors, cet article du Monde, on ne peut le comprendre qu'avec un peu l'arrière-fond. Vous avez eu, je citais la Fondation Rockefeller en 2010, mais vous avez eu aussi une réunion en octobre 2019 du John Hopkins Center, en liaison avec la Fondation Bill et Melinda Gates, et avec... des représentants du monde médical, des vaccins, pour promouvoir l'idée de vaccins pour répondre à une pandémie. Et l'objectif du sujet, c'est en fait de favoriser des vaccins qui contiennent des nanoparticules. C'est ce que raconte en particulier l'article du Monde. Oui, Le Monde, si eux le disent, quand on sait que c'est un journal qui est presque sauvé. Oui, c'est en fait, je vais vous dire, lorsque les médias officiels
commence à exposer Comme c'est économique. des informations que nous connaissons via des moyens plus discrets, mais que nous connaissons depuis des années, c'est que vraiment on se rapproche de la bascule. Que le système est obligé d'officialiser des choses dénoncées par, entre guillemets, les complotistes. Il n'y a pas de complot, mais ça veut dire que vraiment ils sont obligés de le dire. Et donc ce journal Le Monde montre bien qu'il y a une volonté de vaccin. Ils l'écrivent. D'ailleurs, j'ai mis l'article en entier. Des nanoparticules, et on pose un smartphone et ça fait bip et on peut savoir si vous êtes vacciné. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça correspond à quoi? Une sorte de marque de la bête, déjà dénoncée par Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Vous avez ça dans le chapitre 13, verset 16-18, je crois, où nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque sur la main, le front. Et c'est particulièrement grave parce que la Fondation Gates, en liaison avec tous ces mouvements, ces organismes, et travaille en disant aussi avec Microsoft. Alors, Microsoft créé évidemment par Bill Gates, et ils ont au mois de mars 2020 mis en place un brevet qui a pour objectif de pouvoir contrôler l'activité corporelle des gens en fonction de l'injection de nanoparticules dans leur corps. Bon. Eh bien le brevet porte le chiffre 666. Et d'ailleurs j'ai mis le document dans le livre Chronique du mondialisme comme trace papier le jour où cette information disparaîtra. Au moins il y aura une trace. Pour revenir un court instant sur cette une du magazine The Economist paru en janvier 2019, ce qui est très troublant, c'est qu'on peut voir cet animal, le pangolin, qui sera officiellement à l'origine de cette pandémie qui n'interviendra que plusieurs mois après, fin de la parenthèse. Toujours en compagnie de Pierre Hilard, on va maintenant parler de l'actualité récente. Pierre Hilard, en la personne de Kristalina Georgieva, celle qui a succédé à Christine Lagarde à son poste de directrice générale. Le 3 juin dernier, elle annonce les ambitions de son institution à travers ce qu'elle appelle la grande réinitialisation. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Alors, d'abord, le discours qu'elle a tenu, il faut citer deux personnages. Elle s'est adressée donc devant un parterre de personnes acquises à la cause mondialiste, mais il y avait deux représentants. J'ai cité, en particulier grâce au bouquin de Carol Quigley, l'importance de l'oligarchie anglo-saxonne et de la monarchie anglaise au XVIIe siècle. Comme par hasard, qui était présent ce discours de la présidente Georgieva en juin 2020, le prince d'Angleterre, prince Charles. Donc on a une parfaite continuité de la monarchie britannique depuis Cromwell, et même bien avant, mais surtout depuis Cromwell, dans cette histoire du mondialisme. Ça, c'est la première chose. Deuxième personne qui vraiment assistait à cette conférence, c'est l'Allemand Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial de Davos, qui devait faire une réunion en janvier 2020 pour se lancer cette fameuse grande réinitialisation, mais réunion qui repoussait à l'été prochain. Bon, donc comme par hasard, les deux personnages clés qui assistent à ce discours. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en gros, il faut favoriser l'aspect numérique dans tous les domaines. Il faut favoriser tout ce qui est investissement privé et public, freinant, qui soit favorable à tout ce qui est limitation du carbone. Donc, toutes les entreprises qui produisent du carbone, au kilo, si je puis dire, eh bien, auront un avenir, n'auront pas d'avenir. Donc, finalement, c'est la fin, c'est l'annonce de la production de masse et de la consommation de masse. Et puis elle ajoute aussi l'importance de l'éducation pour diffuser cet idéal d'économie verte. Voilà. Donc c'est une véritable bascule. Le monde, né en 44-45, le roi dollar, doit être détruit. Et d'ailleurs, je rappelle une chose. Le programme, il a été annoncé en janvier 1988 dans la revue The Economist. J'ai publié, j'ai l'Atlas du mondialisme aux éditions... donc Culture et Racines, qui sort donc début octobre, et qui présente en particulier la couverture de janvier 1988, où vous avez l'annonce d'une monnaie mondiale, Phoenix, à l'horizon 2018, donc je rappelle 30 ans avant, en 1988-2018, à l'horizon 2018, avec toujours la marge pour laisser la possibilité de faire ça en 2019, 2020, 2021, 2022. Mais surtout, cette monnaie mondiale, Phoenix,
naît de la destruction du monde de 44-45, puisque vous avez des dollars, des yens et des marques qui brûlent, et des cendres et des flammes naissent le nouveau monde, cette fameuse réinitialisation avec cette monnaie mondiale, Phoenix, qui avait été monnaie mondiale déjà proposée par Keynes en 1944, lors des accords de Bretton Woods, qui voulait le Bancor. Et donc monnaie mondiale. Et son opposant américain, Dexter White, ne le souhaitait pas. Or, chose très intéressante, en 2010, vous avez Strauss-Kahn, à l'époque donc patron du FMI, qui avait présenté dans un rapport d'avril 2010 intitulé Reserve Accumulation, pages 26 et 27, le projet d'une monnaie mondiale Bancor aux dépens du dollar. Aux dépens du dollar. Et ça, son affaire ensuite du Sofitel n'a pas dû arranger les choses. Quand on s'intéresse à des événements politiques financiers, il faut d'abord s'intéresser aux référents religieux et financiers qui permettent la mise en place de lois, de mesures, qui permettent le passage d'un monde à un autre. Dans le monde anglo-saxon, vous avez deux courants. Ça, on ne l'enseigne jamais à l'université. À Sciences Po, j'appelle Sciences Po rue Saint-Guillaume, où on vous forme des esprits qui ne sont pas des esprits, puisqu'il y a des courants d'air. On n'enseigne pas qu'il y a dans le monde anglo-saxon deux branches. La branche patriote, qui défend, en particulier c'est le cas américain, l'intégrité du territoire américain, tout en acceptant qu'il intègre ce territoire américain à une gouvernance mondiale, avec un dollar respecté, quitte à ce qu'il perde sa valeur né en 1944, de monnaie mondiale, mais en tout cas un dollar respecté. Et puis l'autre branche, la City de Londres, qui veut détruire les nations et qui veut faire une purée de tout cela, au profit d'une monnaie planétaire, et là le dollar passe à l'encan. Et d'ailleurs, déjà, vous aviez Carol Quigley qui explique ça très bien. Vous aviez déjà à l'époque, dans le 19e et début 20e siècle, deux courants au sein du monde anglo-saxon. Entre le monde anglo-saxon, Rhodes, Cecil Rhodes en particulier, qui voulait un empire mondial, planétaire, avec comme colonne vertébrale le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'empire britannique et les États-Unis. Et puis un autre courant qui voulait une purée de tout ça. Ça, on ne vous l'enseigne pas dans les universités. Et il faut impérativement connaître cela. Donc, actuellement, vous avez les États-Unis qui sont en cours en préparation de guerre civile. Vous avez deux courants. Trump qui cherche, dans le cas d'un mondialisme, à défendre le patriotisme américain, d'ailleurs il le dit lui-même, mais un États-Unis dont on respecte les caractéristiques et son intégrité territoriale. Puis vous avez une autre branche, la branche des démocrates et Hillary Clinton et Obama, etc., qui veut faire une purée de tout ça. Et puis le dollar doit disparaître. Vous avez une rivalité interne. Pensez bien que si ces élites, certaines élites, présentent des documents pour annoncer une bascule, lorsque vous avez en janvier 1988 la présentation du Phoenix, c'est pas pour faire joli. Voilà. Lorsqu'on étudie la famille des Warburg, pour la création entre autres de la BRI, Paul Warburg en particulier, la BRI, qui a donc la Banque des règlements internationaux, qui a son siège à Bâle. Bon, c'est la super banque qui dirige Fed, BCE, Banque du Japon, etc. Il y a une raison, il y a une finalité matérielle qui repose sur une idéologie, une pensée de voir, une pensée spirituelle, une pensée très terrestre, qui est contraire au catholicisme. Et ceux qui sont contraires au catholicisme, je leur demande de regarder ce qui se passe depuis 2000 ans. Enfin, on a envie de dire à ces gens-là, le problème chez ces intellos diplômés, mais ennuyeux très souvent, c'est qu'on n'apprend pas les causes profondes. On n'apprend pas. C'est qui sait dans ces milieux l'histoire de Cromwell, du passage de la superpuissance économique marane des Pays-Bas à la City fin XVIIe siècle. Et pourquoi ? Je voudrais, Pierre Hillard, je donne la réponse dans le bouquin. J'ai encore quelques questions à vous poser. J'aimerais qu'on revienne à Klaus Schwab, le fondateur et directeur du Forum économique mondial, dont la prochaine réunion prévue pour l'été prochain est déjà intitulée « Le temps de la grande remise à zéro ». Dans son ouvrage d'ailleurs, Klaus Schwab, Covid-19, The Great Reset, il écrit, je le cite, « Le remplacement »
et en parlant de cette remise à zéro, c'est le remplacement des idées, des institutions, des processus et des règles actuelles. Il estime que cette remise à zéro passera par la nécessité d'avoir des gouvernements plus forts et plus efficaces. À quoi pense-t-il ? La dictature. En fait, c'est ça. La dictature, en fait, ce qu'on met en place, vous avez une formule, vous savez, il faut toujours s'intéresser aux personnes qui ont une intelligence fine et qui ont reçu une éducation classique. Après, ces personnes appliquent plus ou moins bien leur éducation, et je pense en particulier à une pourriture sur deux pattes qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand. Et avec Apostat. Une merde dans un bas de soie. Oui, qui disait Napoléon Ier. Et Talleyrand avait répondu, les dommages qu'un homme aussi grand puisse tomber aussi bas. Bon. Mais il faut toujours s'intéresser aux personnes qui sont fines, c'est-à-dire qui ne sont pas passées par les milieux universitaires de Sciences Po et qui font que ces personnes-là vraiment apportent des informations. Bon, pourquoi je parle de Charles-Maurice de Talleyrand ? Parce que lui, il avait parfaitement compris, il en parle dans un de mes livres, Archimondialisme, la bascule de 1789. Le changement des référents religieux et philosophiques avec les conséquences politiques et financières. Et j'en parle parce qu'il avait une expression pour ça. Agiter le peuple avant de s'en servir. Le principe de l'original avant l'heure. Bon. La Covid-19, c'est l'orangina. C'est-à-dire qu'on crée un désordre complet. Les économies sont littéralement chancelantes et vraiment. Et tout cela pour passer à une vitesse supérieure qui va justifier la mise en place de mesures liberticides qui n'auraient pas pu être instaurées s'il n'y avait pas eu cette bascule, en tout cas ce choc. Et donc, Klaus Schwab, en gros, il nous annonce en bon oligarque technocrate de base, qu'on va nous serrer le kiki, mais surtout, on va retenir, c'est ça qui est frappant chez ces gens-là, ils ont une vision utilitaire de l'être humain, c'est-à-dire ne seront gardés que les gens utiles au bon fonctionnement de la machine planétaire et ils seront prêts à s'en débarrasser. Parler d'une humanité réduite. Oui, alors vous savez, on parle toujours, parfois du Georgia Guidestone aux États-Unis, ces blocs de pierre, granit qui ont été installés au début des années 80 aux États-Unis, donc. Par qui ? Alors, écoutez, si vous connaissez le nom, ça m'intéresserait, parce qu'on ne connaît pas. On connaît ceux qui ont mis ça en place, mais les promoteurs en arrière-fond, ça on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'ils indiquent qu'il faut mettre en place une humanité unie, avec une sexualité de reproduction, l'eugénisme et le transhumanisme, les mots ne sont pas cités, mais l'idée est là. Et donc, une humanité de 500 millions de personnes. Alors, sans quoi, vous savez, il faut rentrer dans leur mentalité à eux. Ils ont pigé que pour contrôler l'humanité, 500 millions de personnes, le traçage numérique, les techniques actuelles, une oligarchie qui contrôle tout ça, et vous faites marcher la boutique. Bon, le reste devra disparaître. Maladie, faim, une humanité guerre. Réduite, surveillée, tyrannisée, asservie pour la bonne marche économique. Oui, et surtout il y a une chose, alors ça c'est peut-être le plus dur à expliquer, dans leur esprit à eux, de ces élites messianiques, avec un arrière-fond satanique, c'est que le fait de laisser mourir des gens, c'est une offrande, une odeur agréable à l'éternel. Et la rédemption par le péché. C'est la rédemption par le péché, ça j'en parle dans la classe du mondialisme, c'est-à-dire que c'est ça aussi que je me répète, mais tous ces intellos qu'on voit à la télévision qui nous enquiquinent avec des explications, la morale d'eux, on n'apprend rien, n'ont pas compris que les effets, les éléments matériels que l'on voit reposent sur une spiritualité, et satanique, moi j'appelle ça satanique, d'offrande d'humanité qui doit disparaître. Et c'est le principe d'une odeur agréable à l'éternel. Vous savez, les guerres de la Première et la Seconde Guerre mondiale ont rendu service à certaines élites. Le génocide arménien de 1915 a rendu service, car lorsque vous connaissez l'arrière-fond, vous savez qu'il faut, chez ces gens-là, détruire pour désinfecter et faire disparaître un courant d'idées au profit d'un autre courant d'idées. Un courant d'idées qui met à bas les idées issues de la révélation. Quelles seront, Pierre Hilard, ça sera ma dernière question, la réaction des populations face à ce projet ? Est-ce que ça se passera dans le calme ou est-ce que ça se passera dans la douleur ? Alors, actuellement, on assiste à ce qu'on appelle une démolition contrôlée. Mais
On est sur Terre. Et le mal, s'il est tout puissant actuellement, n'a pas tout en main. Et mon espoir, et ça j'y crois, c'est qu'à un moment donné, ça va leur échapper des mains. Et donc ça sera aux populations de se révolter, ce que j'appelle l'instinct de survie. C'est-à-dire que il faudra, et c'est le plus dur, que les gens comprennent qu'on a en face de nous les ennemis du genre humain. Ils veulent notre peau, ils veulent nous asservir, nous laisser crever. Vous savez, les personnes âgées, ce sont des personnes inutiles pour ces gens-là. D'ailleurs, vous avez un professeur, Laurent Alexandre, ou Alexandre Laurent, je ne sais plus dans quel ordre. Laurent Alexandre, qui a parlé d'espérance résiduelle, d'espérance de vie résiduelle. Il voulait tester les vaccins sur ces personnes âgées. Vous voyez la mentalité, c'est-à-dire qu'en gros, cette personne âgée a 6 mois, 1 an, 2 ans à vivre, on va tester le truc, et puis si ça meurt... Vous voyez la mentalité. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un comme lui, il y en a... Bill Gates en est malheureusement un des représentants. Donc, j'espère que dans le système qui va s'écrouler en particulier parce que vraiment il faut passer d'un monde à un autre, eh bien, j'espère que les gens vont prendre conscience. Je vais vous citer un exemple où les gens doivent prendre conscience. Un exemple, j'ai découvert récemment le rôle de la France China Foundation qui a été créée en 2012. Eh bien, vous avez, alors c'est soutenu par l'Institut Mérieux, c'est tout ce qui est vaccin, etc. Mais vous avez aussi la Banque Lazare, vous avez AXA, enfin bref, le gratin. Eh bien, chaque année, ils donnent un prix Young Leader. Alors, il y a plusieurs eurobénéficiaires, chinois et français. Pour l'année 2019, celui qui a reçu ce prix Young Leader, c'est Olivier Véran. En 2013, c'est Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Édouard Philippe, en 2013, a été Young Leader de la fondation de la France China Foundation. Et donc, vous avez vraiment une élite qui est cooptée, choisie et qui a un objectif, imposer un ordre, et c'est ça qu'il faut comprendre, un ordre mettant à bas l'héritage de la révélation. On ne peut pas sortir un vaccin qui aurait des effets secondaires graves importants. Donc nous n'aurons pas le vaccin en novembre, en tout cas nous ne pourrons pas le diffuser de façon très large, il va falloir plus de temps. En revanche, on peut espérer, même si ça n'est pas certain, on peut espérer un vaccin entre janvier et juin prochain. Donc le tout, c'est d'atteindre le moment où on pourra vacciner les gens les plus fragiles, parce qu'il ne serait pas raisonnable de vacciner 100% des Français. On va vacciner les gens âgés et les gens à risque. Et s'ils veulent se vacciner, parce que ça c'est quasiment un autre débat, ça peut être obligatoire. La vaccination contre la variole, le risque qu'on prend, on n'a aucun recul. On n'a aucun recul sur ce vaccin. La vaccination contre la variole était obligatoire et c'était illégal de ne pas se vacciner. On peut imaginer qu'on rende pour les personnes âgées la vaccination obligatoire quand le vaccin... Moi, je peux vous dire qu'un vaccin en janvier, moi, j'y vais pas. Hein. Mais moi, je n'y vais pas, je n'ai pas confiance. Mais personne je n'ai pas confiance, il y a zéro recul. Personne n'a proposé de vacciner les gens de votre âge. Non, mais d'accord, mais même plus âgés. Moi, j'enverrai pas mes parents se faire vacciner en janvier. Je ferai vacciner ma maman sur le champ. Comment vous pouvez être certain d'un vaccin dont on n'a aucun recul? Si l'on sort le vaccin raisonnablement et pas comme... Mais en janvier, vous parlez de janvier, vous on aura le scientifique, c'est Jean-Marc Morand. Non, mais c'est mon avis. Scientifique. Je suis désolé, c'est pas... Mais oui, c'est le seul. Il ne faut pas qu'on casse l'idée de la vaccination qui déjà, notamment dans notre pays, est fragilisée par des dates avancées pour faire monter le cours de la bourse ou augmenter le cours de la bourse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis opposé à Trump qui veut aller trop vite. Après, vous parlez de janvier, c'est 2 mois après, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que... Ça rejoue un peu sur les mots. Il faut sortir le vaccin le jour où il sera prêt. On a vu que la semaine dernière, il y a eu un accident sur le laboratoire d'AstraZeneca, sur le vaccin d'AstraZeneca, et AstraZeneca a arrêté les tests. C'est bien. On ne sait pas encore si c'est un effet secondaire du vaccin d'AstraZeneca ou si la personne a eu une maladie indépendamment. Mais vous vous rendez compte qu'en janvier, on n'aura aucun recul, en février ou en mars, on n'aura aucun recul sur un vaccin. Moi, je peux vous dire, mes parents ne seront pas vaccinés. Jean-Marc, excusez-moi, vu l'âge moyen des gens qui meurent, qui est très 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 élevé, la population que l'on vaccinerait est une population qui a une espérance de vie résiduelle. Ce n'est pas la peine que ces gens vivent... Résiduel, le mot est terrible. Excusez-moi de dire ça à la télé. J'ai 63 ans, résiduel. J'ai parlé des gens au-dessus de 80 ans, j'ai pas parlé de toi et de... Le mot résiduel est violent. Les sympathisants gilets jaunes aiment Raoult. On a là un attachement d'une population qui est fragile, qui a des difficultés économiques. Les chiffres qui ont été habilement manipulés par Didier Raoult, ils ne savent pas les lire et les interpréter. Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain.
Mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40. Et ça veut dire que le On peut pas. protocole de Didier Raoult n'est pas testé tel qu'il le prescrit. C'est tout. Donc ça veut dire qu'il est difficile de dire il faut des essais cliniques, mais ces essais cliniques-là, ne mesurant pas le protocole de Didier Raoult, on ne pourra pas dire s'il est efficace ou pas. En tout cas, pendant ce temps-là, on a 500 morts par jour et lui, il soigne des personnes à Marseille qui viennent le voir. Le résultat, il est là. La réponse de Dr Alexandre. Écoutez, si la méthodologie utilisée par Didier Raoult n'avait pas été si nulle, si ces études à Raoult n'étaient pas aussi nulles... Vous parlez sur d'un le des plan plus grands méthodologique virologues à et l'échelle statistique, internationale. On aurait déjà la réponse. Raoult, dans le même temps, aurait pu faire des essais cliniques aux standards internationaux. Si ces études n'étaient pas aussi nulles sur le plan statistique, eh bien aujourd'hui, on aurait déjà la réponse. Donc, il faut arrêter de faire des études sans rigueur statistique. Et Raoult nous a mis dans une impasse. Et maintenant, il faut attendre le résultat des études qui sont faites selon les standards internationaux. Raoult est extrêmement coupable compte tenu des mauvaises études qu'il a faites. Sa première étude et sa deuxième étude sont ininterprétables. On ne peut en tirer aucune conclusion. Franchement, Raoult, que j'aimais beaucoup, a fait beaucoup de mal en développant 2 essais cliniques qui étaient avec des méthodologies légères, et c'est un euphémisme. Ok, merci beaucoup, Dr Laurent Alexandre, d'avoir défendu votre point de vue. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes.